Le parti Foscori.Bénin émergent du chef de file de l'opposition, Paul Rompé, a enregistré une démission le 4 octobre dernier. Clément Koutchadé, coordonnateur, bien sûr, de la 22e circonscription électorale, a donné sa démission à travers une lettre le lundi dernier. L'homme est avec nous sur ce plateau. Il nous parlera donc des raisons de sa démission de Foscori.Bénin émergent. Peut-être qu'il nous dira un mot sur la prochaine destination. Est-ce un retrait politique? Est-ce un retrait où il nous pose ou bien d'autres nouvelles expériences? Il nous dira, et bien sûr, dans un instant, quelle va être la prochaine destination. Mais surtout, ce qui sera intéressant également, c'est sa lecture, bien sûr, à propos donc de l'actualité sociale. Politique d'émission au sein de ces partis politiques, malgré donc la réforme du système partisan qui vise à avoir des blocs plus solides, plus représentatifs. Alors, il parlera aussi donc des 100 jours, des 100 premiers jours de la gouvernance étalon pour le second mandat, sans oublier la rencontre historique du 22 septembre dernier, Yaïf Talon. Il s'agit bien sûr de Clément Adeyemi Koutchadé, docteur Clément Adeyemi Koutchadé. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Koné. Alors, est-ce coordonnateur de la 22e circonscription électorale parti Foscori.Bénin émergent? Nous savons que vous êtes resté avec la FCB depuis donc la création de l'Alliance. Et puis après, donc, à l'avènement de Patrice Talon, il y a une bonne vague qui a lâché, bien sûr, Boni Yaé, le parti FCBE, pour rejoindre d'autres destinations politiques. Ça n'a pas été le cas. Vous êtes resté fidèle à ce parti jusqu'à lundi dernier. Qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Qu'est-ce qui explique cette démission? Oui, une fois encore, merci, collègue, pour m'avoir appelé à cette émission. Vous savez, quand on est dans une famille et que ça ne marche pas très bien, il faut prendre une résolution. Soit vous restez pour subir, soit vous claquez la porte et vous laissez les autres continuer de gérer. Donc ce qui s'est passé, vous avez bien fait de rappeler tout ce qui a tourmenté le parti depuis l'avènement de la nouvelle gouvernance, depuis le congrès de Parakou où il nous a été demandé donc de reprendre pratiquement tous les membres fondateurs, de reprendre tous les documents constitutifs du parti, jusqu'aux élections de 2019 où subtilement nous avions été écartés. Sans compter que après cette élection, il a été demandé que le parti puisse se remettre sur la scène politique et des camarades ont décidé d'aller chercher le fameux document qui permettait au parti de se mettre en vis-à-vis donc de vivre réellement une vie politique saine. Et il faut dire qu'en ce moment-là, je n'étais pas du groupe qui se dit groupe des sauveurs, qui a participé à cette épopée où vraiment le parti a eu le document, un document qui marque sa constitution. Mais par principe, il fallait quand même rester pour pacifier les choses, rendre une vie assez acceptable, permettre à ce qu'il y ait une cohésion à l'intérieur du parti, même si on pensait que vraiment la seule solution c'était du parti, en ce moment-là, et de laisser les autres faire. Mais nous avions, sur la base des conseils au niveau local, nous avions décidé de rester pour participer aux élections communales. Et fort heureusement, nous avions eu quelques conseillers et vous n'êtes pas sans savoir également que le parti a pu survivre grâce à la participation de chacun où on a pu avoir plus de 15% qui nous a fait permis de rester dans le compte et de permettre au parti donc de bénéficier de ces conseillers, aujourd'hui d'une centaine de conseillers qui font vivre le parti. Mais
il y a eu, presque avant les élections présidentielles, il y a eu un gros problème qui est survenu au niveau du parti, où il fallait quand même prendre position. Et nous avons pris position, nous sommes montrés C'était au quoi ce créneau. problème qui a posé Dans un parti politique, le choix de candidat pour une élection reste toujours assez problématique et très très difficile. Et donc nous avions en ce moment-là pensé qu'on pouvait faire autrement. En tout cas, ce que les tests nous demandaient de faire, c'était de faire un conseil national et de permettre à ce que le candidat soit choisi de façon véritablement collégiale. Malheureusement, certains parmi nous pensaient que le bureau politique, en tout cas ceux qui faisaient office du bureau politique, pouvait gérer ce volet qui était quand même très très important pour la vie de notre parti. Parce que ça passe ou ça casse. Le mode de désignation n'était pas de la vie de tout le monde. Et on voyait pratiquement des conciliabules, un certain nombre de choses que nous avions dénoncées parce qu'un bureau politique seul ne peut pas décider de choisir un candidat et de venir imposer à tout le monde. Donc le duo a été désigné par le bureau politique sans avis. Mais oui, le duo semble être désigné par le bureau politique. C'était ça, voilà. Oui, mais à l'origine, on avait fait un simulacre de primaire qui allait se limiter tout simplement au niveau du bureau politique, au bureau exécutif, ce que nous n'avions pas apprécié parce que nous avions quand même de gros électeurs qui étaient des conseillers communaux qui pouvaient encore rallier beaucoup d'autres populations, ou bien on va aux élections pour gagner, ou bien on n'y va pas. Donc ça, c'était notre position avec un certain nombre de camarades et on était montés au créneau. Mais le parti avait s'est dit, mais ceux-là, il semble que nous avions un plan que ceux-là veulent mettre à mal. Il fallait les suspendre et ça s'est passé. Et donc, la manière dont la suspension a eu lieu, ça ne m'a pas plu, ça n'a pas plu aux camarades également, mais on est... Mais ça violait les règles, Bon, mais de toute façon, même est-ce qu'on n'est pas sûr que les règles ont été respectées à 100%, mais on était dans une situation où, de toute façon, on connaissait déjà le résultat, on avait laissé faire, et le résultat était là, et ça ne nous a pas, on n'est pas étonné du résultat. Mais dans tous les cas, une fois que la suspension a eu lieu, dans les conditions que nous savons, avec un secrétaire exécutif qui a pris par devant lui la décision de signer un tel document, et après entériné par un bureau exécutif totalement dégagé. Donc on s'est dit, c'est pas normal que nous continuions pas à travailler avec ce monde où vraiment vous n'êtes pas en sécurité. On ne peut plus discuter dans de telles conditions. Un parti politique, ce n'est pas un gouvernement. Le secrétaire exécutif n'est pas le chef suprême d'un gouvernement où il peut décider de faire partie qu'il veut. Donc il y a en résumé, on peut dire donc il y a tout ça. Est-ce qu'il y avait une gestion solitaire mais la gestion est plus que solitaire. Et donc, dans un parti politique, tout le monde a sa voix, puisque tout le monde doit pouvoir donner son avis. Et mieux, depuis que nous avons été suspendus, il semblerait qu'il y a eu la levée de suspension, mais qui ne nous avait même pas été notifié dans les règles de l'art, puisque si la suspension a eu par notre officiel qui a été publié partout, mais il semble que la levée s'est passée comme ça, sans que personne ne sache que effectivement vous êtes suspendu, vous continuez de subir la suspension. Et après, nous avions de loin constaté que ça n'a pas bougé au niveau de la gestion du parti. Vous ne pouvez pas imaginer, je ne suis plus là-bas, mais nous avions un bureau de 117 membres, bureau exécutif. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait encore plus de 15, peut-être même moins de 10. Un bureau politique d'une vingtaine de membres, mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr que nous avions encore 7 membres. Mais mieux, c'est que au-delà donc
des bureaux, d'un certain nombre de structures qu'on avait au niveau de la structure, c'est que un autre groupe est né qui n'est nulle part dans les statuts du règlement intérieur, c'est le groupe de sauveurs, qui se réunit d'abord avant que le bureau politique même ne se réunisse, avant que le bureau exécutif, et qui décide au nom de tout le monde. Je ne peux pas comprendre que moi j'ai 7 conseillers à gérer à Poubelle, que je ne puisse pas leur donner les informations les vraies, et que je dois attendre un bureau, un groupe de sauveurs avant de donner. Donc tout ça a participé à la décision que j'ai fini par prendre après avis des sympathisants et de ceux qui sont avec moi, aussi bien au niveau de ma localité qu'au niveau national, ceux qui pensent que je peux quelque chose au niveau du monde politique, de l'échiquier politique, aussi bien local que national. Donc, ce que j'ai fait, c'est ce que beaucoup ont déjà fait, et en plus, beaucoup se demandaient, mais pourquoi tu continues de rester là-bas dans cette ambiance où vraiment on ne sait même pas, on est mi-figue, mi-raisin, on est chef de file de l'opposition, on ne se réclame vraiment pas de l'opposition, je préfère être directement de la mouvance que d'être dans une opposition assez voilée. Assez voilée. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière sous cette voile? Je ne saurais le dire, mais vous savez quand même que... Est-ce que ça dit que ce que l'opinion publique ressassait un candidat ou un duo de candidats qui serait un prolongement du pouvoir? Mais tout porte à croire qu'aujourd'hui, nous n'avions pas une opposition franche à ce niveau. Ça, c'est clair. La manière dont les élections présidentielles se sont passées, la manière dont un certain nombre d'élections se sont passées, moi, je pense qu'il y a véritablement un problème. Bien que je sois là-bas, mais un certain nombre de camarades avaient quand même leur position. Et je crois que je n'ai pas quitté cette position. Et aujourd'hui, nous savions que oui, vous pouvez aller à Poubelle, vous pouvez aller dans ma circonscription électorale. Moi, ma position a toujours été claire. Mais nous avions dit, nous sommes inscrits dans l'opposition à un moment donné. Donc, nous devons faire en sorte que sur les grandes questions de la nation, nous puissions vraiment donner notre point de vue pour que nos populations qui nous ont fait confiance et qui pensent que nous pouvons quelque chose pour changer un certain nombre de choses, que ces populations-là puissent croire en nous. Et aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit ça. Et il fallait quand même partir avant que les choses ne se quittent. Alors, on a donc le chef de l'opposition qui n'arrive pas à maintenir la cohésion au sein de son propre parti politique. Et autour de lui, on le voit un peu solitaire parce que les partis d'opposition concrètement n'existent plus sur le terrain, on dirait. Alors, dans ces conditions, quel avenir pour la politique à la classe opposante au Bénin? Même si on ne sait pas encore votre prochaine destination pour le moment. Oui, merci beaucoup. Je crois que depuis 2016, nous sommes rentrés dans une transition qui ne dit pas son nom. Et avec toutes les lois qui ont été charcutées, la Constitution aussi a été modelée autrement. Et donc, à ce niveau, tout en physique, on dit que rien n'est encore stable. Nous devons attendre la stabilité et avant la stabilité, il y aura toujours des périodes de fluctuation. Donc on est en fluctuation, aucune mouvance n'est vraiment mouvance, aucune opposition n'est vraiment opposante. Mais aujourd'hui, dans la mouvance, vous ne pouvez pas imaginer que c'est à l'intérieur de la mouvance qu'on a plus de l'opposition. Mais nous écoutons les gens. Ils disent, mais on ne peut pas parler, on ne peut pas parler, on ne peut pas parler. Mais dans ces conditions, vraiment, il n'y a pas de franchise au Bénin. Il n'y a que de l'hypocrisie aujourd'hui. Tout ce pourquoi on ne peut pas parler. Ben écoutez, quand l'épée est en haut, mais je ne sais pas qui parmi vous peut vraiment... L'épée est détenue par qui Mais écoutez, je le saurais le dire, mais de toute façon, il y a toutes ces lois-là qui les empêchent. Mais il y a quand même un leader. Le leader est connu aujourd'hui. Oui, mais le leader est connu. Vous imaginez la dernière fois à la rencontre des maires, vous voyez, il y a des maires qui ont acclamé alors qu'on était en train de leur retirer le pouvoir. On était en train de leur retirer le budget. Mais c'est grave. Il y en a qui ont... Le chef d'État a dit que ce n'est pas le budget, ce n'est pas le budget du maire.
C'est le budget de la commune que le maire, en tant qu'élu, théoriquement, devait permettre à gérer. Puisque le conseiller que je suis, je ne suis pratiquement pas sur les lieux pour savoir comment ça se passe. Mais j'ai remis au maire un outil de développement sur lequel il doit exercer son pouvoir pour qu'au bout d'un an, qu'on puisse faire le bilan. Et cela rien que pour contrôler. Il y a ce contrôle-là. En plus de ça, il y a le contrôle de tout ce qui est État, tout ce qui est système financier, qui peuvent conseiller le maire de comment on gère tel, comment on gère tel. Mais aujourd'hui, si on doit revenir à la première question, c'est que les maires ont applaudi, mais ils étaient opposés, ils n'étaient pas tous d'accord. Alors, quand vous disiez tout à l'heure qu'on est en mouvement, perpétuel mouvement, il y a un peu d'instabilité depuis donc que ces réformes ont été opérées, et ça dit que c'est un aspect qui montre peut-être l'échec de la réforme du système partisan ou des réformes politiques et institutionnelles opérées de 2016 à maintenant. Non, il n'y a peut-être pas, tout n'est pas échec, tout n'est pas mauvais dans ces choses-là. On était dans il y a des conditions. Je préfère ramener tout à la physique. Il y a les conditions initiales. Vous êtes à une position donnée. Dès qu'il y a un gradient d'une variable, il y a toujours un effet sur vous et du coup, il y a forcément un mouvement. Dès qu'il y a si aujourd'hui, sur place actuellement, vous aviez une détonation, mais de toute façon, nous allons tous se sauter avant de savoir maintenant qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, du coup, il y a eu un changement au niveau de tous les paramètres et ça va impacter toute la vie politique, économique, sociale. Et ça va, il y en a qui vont peut-être quitter tout le système, il y en a qui vont rester, mais ça va, on aura forcément ces perturbations. On perturbe le fait d'envoyer de nouveaux ingrédients à perturber le système, et le système va forcément vibrer. Et au cours de la vibration, tout est vibration, au cours de la vibration, ça finira par se stabiliser puisque nous sommes dans un système où naturellement le système ou bien les paramètres ne sont pas renouvelés. On envoie une loi, on vérifie, chacun gesticule et puis après ça va se stabiliser naturellement. Il y a des préceptes physiques qui vont certainement disparaître, mais il y aura toujours certains qui vont résister et qui vont permettre à ce que l'équilibre soit atteint. Alors, après votre démission de Foscori pour un Bénin émergent, quelques interrogations. Est-ce une pause en politique où vous tenterez de nouvelles expériences? Et si c'est le cas, vous resterez à de l'opposition avec l'opposition, la multiforme d'opposition, position de principe avec RLC, de Irénée Agossa, l'opposition constructive avec la CDB de Soumanou Toleba, et bien d'autres types d'opposition, l'opposition radicale avec les démocrates, ou encore, ça ne sera pas étonnant de vous voir peut-être avec le bloc républicain ou l'Union progressiste, quelle va être la prochaine destination? Merci beaucoup. C'est souvent difficile et au niveau national ou dans nos régions, on dit, mais si tu ne fais pas la politique te fera. Donc, en tant que conseiller communal, il me sera difficile de rester libre et sans prendre une position. Et je vous ai dit qu'on est en vibration actuellement, tout le pays est en vibration. Et quand vous êtes en vibration, il est difficile de se positionner quelque part que de se mettre dans le jeu et de vibrer avec tout. Sans toutefois prendre une position formelle, parce que si vous voulez naître, vous devez avoir forcément une position, vous devez chercher à définir un idéal. Et l'idéal que nous sommes définis,
Aujourd'hui, c'est la réconciliation avec tous les Béninois. C'est aussi comment faire pour que notre démocratie puisse être reconnue telle. Et par rapport à ça, je pense que dans aucun parti aujourd'hui, nous trouvons véritablement bien. Il faut forcément de nouveaux challenges. Il faut prendre des risques. Sans les risques, vous ne pouvez rien. Donc il faut prendre d'autres risques. C'est pour cela, avec certains camarades, nous pensons qu'il faut un sursaut unitaire pour la réconciliation et l'union du Bénin. En termes clairs, vous ferez partie d'un autre parti qui va naître, c'est bien cela, on peut comprendre. Si je ne me trompe pas, si je ne veux pas donner, si vous voulez que je vous donne la primeur, si vous avez la primeur, nous aurons un parti sur l'échiquier national. Un nouveau parti. Nous aurons un nouveau parti parce que, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on est dans une dynamique, rien n'est encore équilibré. Et donc, il faut participer à cette dynamique. Aujourd'hui, je ne peux pas quitter la RCDE et entrer dans une opposition assez radicale, puisque depuis, on a toujours pratiqué une opposition constructive. Il me sera difficile, de par toute ma position, de par ce que je vois, ce que je dis par rapport à la mouvance actuelle, de me mettre dans une situation où je ne pourrai plus donner mon point de vue. Parce que nous savons ce qui se passe dans ces mouvances-là. Il vaut mieux être libre. Et au nom de la liberté, j'ai quitté la FCBE. Je ne peux plus aller me coincer, je ne peux plus aller m'emprisonner dans une situation où je ne pourrais plus parler. Autant voir si vous avez des gens qui partagent le même point de vue que vous, que de se mettre à part et de voir l'évolution des choses. La vie, c'est un risque et qui sait analyser les risques peut aller très loin. Alors, en son temps, on fera le débat à propos donc, de l'apport de ce nouveau parti dans ce qui est politique et surtout qu'est-ce que ça sonnera, puisque les mêmes acteurs, on ne répète pas les mêmes expériences. Oui, c'est vrai que les mêmes acteurs sont là, mais vous pouvez déjà imaginer qu'il y a encore de la matière. Depuis 2016, je ne sais pas combien d'élections on a déjà fait. Et quel est le taux de participation? On va pas rentrer dans ce débat de taux, mais je pense que jusqu'à l'heure actuelle, il y a encore 50% de Béninois qui pensent que tel que ça se fait, c'est pas bon. Donc ça peut se faire autrement. Ça peut se faire autrement. Et nous sommes dans la logique de proposer cette nouvelle pédagogie, de faire la politique, de mettre l'homme au cœur de tout ce que nous faisons, de faire en sorte que qu'on soit ni de la mouvance, ni de l'opposition, ni du centre. Et que véritablement de vrais débats se fassent afin que le Bénin puisse connaître le développement tant attendu. Mais puisqu'on fait déjà un bon débat, nous l'apprécions. Alors, votre lecture maintenant à propos donc des 100 premiers jours, les 3 premiers mois de la gouvernance talent pour le second mandat. Oui, merci beaucoup. Malheureusement, nous n'avions pas eu le temps de faire, de se donner une référence. La référence aujourd'hui ne peut être que 2016. Parce que c'est comme une continuité. Et donc, vous aviez une gouvernance qui devait prendre fin en en avril 2006. Nous avions eu quelques mois, quelques 40 jours suppléments. Après, il y a eu le mandat avril 2021, il y a eu le supplément de prolongement que c'était en critiqué. Puis après, vous avez eu le vrai mandat qui a commencé. Je ne crois pas qu'il y ait une différence entre les deux. Ce que nous constatons, c'est qu'il y a eu 2 nouvelles propositions de loi, propositions de réforme, qui sont envoyées à l'Assemblée. Je vais parler donc des propositions de réforme sur
la décentralisation, je veux parler des propositions de réforme sur les fractions, sur le genre, tout ça. Mais en dehors de ça, nous avions constaté que de tous les points de vue, il n'y a pas eu trop d'évolution. Il n'y a pas eu trop d'évolution. Le milieu de l'éducation crie tous les jours. Les enseignants ne se portent pas très bien. Il y a moins de grève, de toute façon. Bon, il doit passer par là. Il doit passer par là pour limiter les grèves. Et à ce point de vue, la liberté d'expression a pris beaucoup de coups. L'élégance, vous avez parlé de l'épée, ça fait partie des choses qui, véritablement, si on doit entamer un bon mandat, c'est de faire en sorte que ces choses-là puissent revenir de façon rapide, afin que réellement chacun puisse se vider. Quand on se vide, on devient vraiment, on devient moins malade, on devient bien portant, on se rend compte que vraiment, j'ai pu dire ce que je veux dire, et là, celui qui veut entendre n'a qu'à entendre. Si la personne peut changer quelque chose, elle n'a qu'à changer. Donc il y a eu toutes ces choses. Nous avions vu des chantiers qui ne sont pas achevés, qui ont démarré depuis fort longtemps, qui ne sont pas achevés. Ça, ce n'est pas bien non plus. Si le pouvoir devait changer demain, et on serait aujourd'hui en train de dire, oui, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils n'ont pas changé, et enfin, ils n'ont pas pu terminer, comme ça a été dit il y a 5 ans. Et mais quel chantier les chantiers de voie, moi, j'ai particulièrement un chantier que je pratique tous les week-ends, c'est la voie Paubert, la voie Porte-Novo, Paubert, jusqu'à la frontière du Nigeria. Ça fait environ 70 km, ça fait 5 ans que ça a démarré, nous n'avons pas vu trop d'évolution, même si ça ne va pas couvrir encore tous les 5 ans. La voie de Pota jusqu'à Wedo, je ne sais pas si c'est terminé, ça fait pas longtemps. Ça fait longtemps que je ne suis pas passé par là. Mais les marchés qui ont démarré, je n'ai pas vu que ça a fini. Donc il y a eu tout ça que nous pensons qu'on peut améliorer. Donc, et ça, on doit permettre à ce que les gens puissent parler de ces choses-là. Ça le conforte, ça nous donne de l'envie de bien travailler, de l'envie de bien réussir. Dans le même temps, il y a des choses qui ont bien marché. De toute façon, le peloton marche très bien puisque nous sommes quand même les premiers producteurs. Alors maintenant, rapidement, puisqu'on a consommé complètement l'État, alors la rencontre Yahi Talon, quelle est votre appréciation? Savant que vous êtes très proche, de Boniaï et que jusqu'à aujourd'hui, vous continuez d'être. Alors, comment vous appréciez? Vous avez vécu indirectement cette tension. Aujourd'hui, les deux hommes, en fait, sur le chemin de la paix aujourd'hui. Quelle est votre appréciation rapidement? Je ne sais pas quel est l'auteur qui l'a dit, qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Je pense que si c'est à reprendre, je pense qu'autant de fois que le président Yahi le peut, qu'il aille rencontrer le président Talon pour que tous les problèmes du pays soient réglés, même si c'est au tiers, ce serait déjà une avancée. Il y a eu beaucoup de choses de raconter après. Je n'ai pas été informé, on ne m'a pas associé. Dans ces choses-là, on ne peut pas associer tout le monde. Quelqu'un peut se réveiller et avoir dans son songe vraiment des anges qui lui parlent pour dire vraiment fais ça aujourd'hui. Il n'a pas besoin d'informer quelqu'un. Et même dans notre tradition, on dit quand tu as un projet, n'informe pas tout le monde. Quand c'est pour le bien-être, tu finiras par avoir le déçu. Je pense qu'aujourd'hui, cette rencontre, il en fallait. De toute façon, ça devait avoir lieu. Le plus tôt serait vraiment le mieux. On n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait plus de morts, qu'il y ait plus d'enfermés, qu'il y ait plus d'exilés avant de poser ce pas. Et moi, je loue vraiment cette démarche du président Yahi. Je ne sais pas qui en a été l'initiateur, mais celui-là, vraiment, c'est de ça que nous parlons en parlant de la réconciliation nationale. On en a besoin pour amorcer un petit peu le développement. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord et que s'il faut répéter, ça, je lui donne 4 blanches pour que ça puisse se renouveler. Et que d'ici à là, que le président Soglo aussi
puisse faire la démarche et que le président Yahi puisse participer à cette rencontre entre le président Soglo et le président Talon, afin que ça se pacifie davantage. Et je voulais aussi demander, puisque je l'ai déjà dit ailleurs, qu'il y a certainement des solutions faciles, sans trop de protocoles, sans chercher à aller à l'Assemblée pour changer quoi que ce soit, pour donner des lois, pour faire des lois d'amnistie. Il y a des choses qu'on peut faire, que le président Talon peut faire certainement facilement, et qu'il commence par faire ça là, pour qu'on sente que le pays sente que vraiment c'est agréable ce qui se passe au Bénin. Il peut y avoir des problèmes une situation assez troublante, mais on doit avoir la possibilité de tamiser les choses et de ramener tout à la normale. Et comme je le disais, c'est peut-être l'équilibre qui est en train de s'installer, puisque l'équilibre, quand il y a plusieurs paramètres, l'équilibre ne viendra pas d'un seul tenant. C'est une dynamique qui aura toujours une variable qui va s'équilibrer en attendant que les autres ne s'équilibrent. Donc ça, on en avait besoin pour que tout s'équilibre. Merci à vous, docteur Adeyemi Clément Koutchadé. Alors, on retient de cet entretien bien que oui, malgré donc les réformes opérées ces dernières années au sein donc des partis politiques au Bénin, les problèmes de leadership, de gestion se posent, surtout dans la ressource humaine, la prise de décision se pose toujours au sein de ces partis politiques. Vous avez reconnu, oui, que cela ne veut pas dire forcément que ces réformes sont un échec, mais il faut prendre le temps de les expérimenter, étant donné que c'est donc que ces partis traversent des moments de turbulence qui ne sont rien que des instabilités à corriger peut-être avec le temps. Vous avez également annoncé donc la création d'un nouveau parti politique dans les prochains jours, et puis par rapport à la rencontre Yahi Talon, pour vous, oui, bien sûr, c'est une réconciliation et il en faut pour la nation, pour la décrispation de la tension, surtout au plan politique. Pour les 100 jours, vous avez donc noté la continuité dans les actions, mais vous invitez le gouvernement donc à achever les chantiers ouverts depuis le premier mandat. Merci à vous, docteur Adeyemi Clément Koutchadé, pour votre intervention ce matin sur Matin